La deuxième personne du panel que je vais appeler au public, c'est M. Bernard Oudin. Mais avant qu'il ne prenne la parole, je vais d'abord vous le présenter un peu plus en détail. M. Bernard Oudin est né en France, il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1949, c'est-à-dire près de 10 ans avant l'indépendance. Voilà. Il avait 1 an. Ok. Vous n'avez pas encore 1 an quand vous arrivez à Abidjan. Allez juste pour l'anniversaire, voilà. Merci pour la précision. Il a fait le collège d'orientation du Plateau, puis le lycée classique, avant son retour en 1963 pour terminer ses études secondaires en France. Il a fait des études supérieures en France en particulier, il a fait diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Ensuite, il a fait son service national à la coopération au ministère des Finances à Abidjan, en 1975 et 1977. C'était à l'époque où le président Bédié était ministre des Finances, je crois. Ensuite, le lieutenant en Côte d'Ivoire a fait les années 90 comme conseiller d'Ahmed Bassam dans la société H, puis DG de la société H jusqu'en 99. Il a dirigé diverses sociétés en Côte d'Ivoire, avant d'être nommé en 2007 conseiller spécial du président Laurent Gbagbo. Il est toujours auprès du président Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Il est actuellement le vice-président d'EDS, EDS qui est Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Je vous ai présenté M. Bernard Oudin, que je vais appeler... Et quand il a parlé du collège du Plateau, M. le maire s'est dit « Ah, c'est un enfant du Plateau, effectivement. » Mais je n'ai pas simplement été élève au Plateau, j'ai été élève aussi à l'école de la RAN. Un jour, j'en parlais au président Gbagbo, il me dit « Mais à la même époque, Simone était chez les filles à la RAN. » Puisqu'on a 1 mois d'écart avec Simone. Et donc, on a grandi sans savoir qu'un jour, j'aurais à suivre le chemin de la Côte d'Ivoire, le chemin d'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté de répondre à l'invitation de mes amis du PDCI, dont certains sont de vieux amis de plusieurs dizaines d'années. Je ne vais pas redire bonjour à tout le monde, ça a été fait. Vous allez m'excuser pour ça, mais c'est pas une... On va gagner un peu de temps en plus. Quand on m'a appelé pour faire cette communication, demander de participer à ce forum, M. Loué m'a appelé de Londres et je lui ai dit je veux bien. D'abord, il faut que j'ai l'accord du président Gbagbo. Et si je suis là aujourd'hui, vous imaginez que j'ai l'accord. Et on m'a demandé de choisir un thème. Bon, on parle d'émergent pour 2020, la Côte d'Ivoire en 2020. Le fondement de tout ça, pour moi, c'est d'abord la réconciliation nationale. Et cette réconciliation nationale peut se faire dans le cadre du multipartisme. Parce que réconcilier les gens, c'est pas les obliger à penser tous pareil. Et réconcilier les gens, c'est de leur faire comprendre leur passé, se l'approprier, le comprendre, accepter l'autre, et puis en même temps, préserver ses propres convictions dans un débat démocratique. En quelques minutes, je voudrais un petit peu approfondir. Et puisqu'on parle du président Bédié, donc, qui était mon ministre quand j'étais coopérant français, c'est quelque chose qu'on n'invente pas, je pense que l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire est née malheureusement la veille de Noël, un certain 24 décembre 1999, qui pour moi marque la première coupure de l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai écrit 2 livres sur la situation ivoirienne en 2015 et récemment. Ceux qui ont lu ce livre peuvent savoir que
j'ai involontairement connu cette période-là au-delà de beaucoup de gens. Et des gens dans la salle savent de quoi je parle. Donc cette coupure pour la Côte d'Ivoire, quand les jeunes gens, entre guillemets, sont descendus dans les rues d'Abidjan le 24 décembre, ils n'imaginaient sûrement pas que pratiquement 99-2011, ça fait 12 ans, que pratiquement donc 12 ans après, d'autres gens déferleraient dans Abidjan pour provoquer la situation qu'on a connue ce jour-là. Et depuis ce 11 avril 2011, pour reprendre une phrase du président Gbagbo le jour de son arrestation à l'hôtel du Golfe, il avait dit avec de façon prémonitoire: la crise militaire est terminée, mais il reste à régler la partie civile de la crise pour que le pays reprenne. Nous sommes 8 ans pratiquement, quelques jours après, la partie civile n'est pas réglée, le pays n'a pas repris. Et ceux qui viennent d'Abidjan et que je côtoie quand ils viennent à Paris, ou ceux que j'appelle à Abidjan régulièrement, font comprendre que la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui est tout sauf régularisée. Et qu'aujourd'hui, si on ne prend pas des dispositions, si les Ivoiriens ne se mettent pas ensemble de façon coordonnée, en mettant de côté tout ce qui a pu les séparer à un moment ou à un autre, et on a eu à certains moments des moments difficiles. Moi-même, en 2013, j'ai écrit des choses très dures sur le PDCI au moment de votre congrès. Vu la position que prenait le parti à cette époque-là, je disais que c'était une erreur, que le RDR allait marcher sur le PDCI en 2015. C'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il va falloir oublier toute cette période-là. Je dirais oublier, pas nécessairement oublier, mais accepter de l'avoir subi ou d'avoir participé à un certain moment, mais ne pas oublier totalement. Et aujourd'hui, je me tourne vers Georgette. Pour le FPI, c'est une grande journée, puisque c'est la journée de la fête de la liberté. Et à l'heure où on parle ici, il y a des dizaines, sinon des centaines de milliers de personnes qui sont réunies dans une clairière à Douékoué, qui ne peut pas être oubliée. Douékoué, moi je dis en tant que Français, que c'est le Oradour-sur-Glane des Ivoiriens. Les Français ne peuvent pas oublier Oradour-sur-Glane, les Ivoiriens ne peuvent pas oublier Douékoué. Et aujourd'hui, dans la même période, nous avons la libération du président Gbagbo et la fête de la liberté qui se passe à Douékoué. C'est une forme d'alignement des planètes, c'est une forme de, si on veut s'en référer à des signes divins, c'est quelque chose qui va nous faire comprendre qu'on doit la mémoire aux gens de Douékoué, qui sont le symbole d'une certaine période, on leur doit de se réconcilier et d'avancer dans une nation unie, homogène, mais pas univoque. On ne doit pas laisser tomber nos convictions, mais on doit savoir que si le voisin pense différemment, on doit penser que dans le rapport démocratique. Le président Gbagbo dit souvent, la démocratie, ce n'est pas la guerre. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut voir la réconciliation et le multipartisme. Il y a eu des réconciliations nationales dans beaucoup de pays. La plus célèbre, entre guillemets, puisque pour les Africains en général en particulier, c'est la Commission sud-africaine qui a fait que ce pays, que je connais bien, a pu s'en sortir. Aujourd'hui, il est soumis à un certain nombre de difficultés inhérentes à tous les pays qui émergent et qui ont des situations difficiles. On est samedi à Paris, c'est le 24e samedi des Gilets jaunes, comme on disait à l'époque à la messe, c'est le 22e dimanche de l'Avent, etc. Là, en France, on a aujourd'hui le 24e samedi des Gilets jaunes, et en Afrique du Sud, ils ont des soucis aussi. Mais cette réconciliation sud-africaine, c'est un exemple. Parce que c'est un pays qui aurait pu exploser à tout point de vue. Et la Côte d'Ivoire a subi des choses très graves, mais qui n'ont peut-être pas le niveau de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. On doit en convenir. Donc, il n'y a aucune raison que les Ivoiriens ne se réconcilient pas ensemble
mais en sachant comment le faire. Il y a eu la commission Conan-Banny, puis la commission Monseigneur Siméon, mais ces deux commissions n'ont pas travaillé au fond des choses. Et d'ailleurs, même la commission Banny s'est arrêtée en cours de route. Il y a eu un rapport officiel. Croyez-moi, ce rapport officiel fait 180 pages. J'ai le rapport complet, il y en a à peu près 5000. Mais le gouvernement ivoirien actuel n'a pas voulu rentrer dans les détails parce que c'était risqué de ranimer contre lui un certain nombre de réalités qui ont existé dans cette période en Côte d'Ivoire. Donc, trouvons les moyens de la réconciliation parce que il faut absolument que les gens comprennent. Et je le disais un jour à une réunion de Way à Montréal, j'ai fait un peu le tour du monde dans le cadre de mon émission pour le président Gbagbo depuis 2011, et je me suis retrouvé dans une réunion de communauté Way, et je leur ai dit, vous êtes sans doute la communauté ivoirienne qui a le plus souffert de la situation 2010-2011, dans la crise post-électorale. Et je peux vous dire que vous êtes tous pour le président Gbagbo, je parle de gens de Montréal. Et ils m'ont dit oui. Et je leur ai dit, alors il faut vous préparer à une épreuve peut-être aussi difficile que celle que vous avez déjà traversée. Ils me regardaient un peu méchamment et je leur ai dit, il faudra vous réconcilier un jour parce que la Côte d'Ivoire devra avancer. Et la réconciliation, c'est, pour reprendre le mot du président Houphouët-Boigny, comme pour la paix, c'est pas un mot, c'est un comportement. Et dans ce cadre-là, la fin de la réconciliation, vous devrez serrer la main des bourreaux de vos parents. Dit comme ça, c'est beaucoup plus difficile à entendre. Et j'ai eu un mouvement d'humeur de la salle, et j'ai dit au président du groupe, écoutez, je ne vais pas entamer le débat aujourd'hui, je rentre à Paris, voilà mes coordonnées, réfléchissez entre vous, et puis on se reparle. Quelques jours après, j'étais à Paris, j'ai reçu un mail. Le président du groupe me dit, monsieur, on a beaucoup réfléchi entre nous. Dites au président qu'on est d'accord avec lui. Et ça montre que les gens ont besoin de réfléchir pour se réconcilier. Vous savez que le FPI a traversé une épreuve un peu délicate grâce à la justice de M. Ouattara. Il vous en a fait aussi l'honneur avec quelques-uns de personnalités de chez vous qui ont aussi traversé la rivière en oubliant que quand on met les pieds dans l'eau, on se mouille. Mais il faudra un jour que tout ce beau monde se réconcilie. Ça se fera d'une façon ou d'une autre. Donc, autant commencer. Et je vous dirais, j'ai pas voulu faire un long discours, mais faire une espèce de présentation un peu imagée. Et je vais vous donner 2 éléments de liste de 2 gouvernements ivoiriens sous le président Gbagbo. Le premier, c'est un gouvernement qui était en place le 19 septembre 2002 et pour lequel M. Guillaume Soro a dit un jour qu'il avait été obligé de faire la rébellion pour enlever un gouvernement fasciste. J'ai retenu dans cette liste de fascistes quelques noms que je vais soumettre à votre sagacité. Hachi Patrick, Aousso Janou, Cabran Apia, Amon Tano Marcel, Soumaoro Amadou, Kobenon Kwasi Adjomani, Amicia François, Lagou Henriette. Voilà quelques-uns des fascistes qui étaient au gouvernement en 2002. Il a fallu travailler à la réconciliation, et vous savez que le premier grand acte posé par le président Gbagbo dans toute cette période et qui a permis de décrisper la situation au départ, et puis il y a eu la situation de 2010-2011 après, mais c'est l'accord politique de Ouagadougou. Et dans le gouvernement de l'accord politique de Ouagadougou, Guillaume Soro s'est retrouvé Premier ministre. Et le gouvernement comprenait Youssouf Bakayoko, Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel actuel, Amadou Gon Coulibaly, Louis-André Dacoury-Tablet, Albert Mabrit Ouakeus, Marcel Amontano, Moussa Docho, Patrick Hachi,
Ahmed Bakayoko, Youssouf Soumaoro, Ibrahima Cissé, Jeanne Adoua Pemon, Amadou Koné, Sidiki Konaté, Ibrahim Sissavani, parmi les autres. J'ai voulu vous rappeler ces noms-là, parce que même moi qui ai vécu quasiment au jour le jour, je ne me rappelais plus de la liste, en particulier celle de 2002. Et quand je l'ai relue, et je n'ai pas mis tous les noms, je me suis dit, mais quand même, il faut que les Ivoiriens se réveillent. Il faut que les Ivoiriens comprennent dans quel monde ils sont. On n'est pas là pour se faire plaisir tout seul dans son coin. Il y a tout un pays derrière. La moitié de la Côte d'Ivoire a moins de 15 ans. D'ailleurs, ces gens-là, il faudrait qu'ils soient un jour sur les listes électorales. Parce que je n'ai pas l'impression que depuis 2011, la liste électorale ivoirienne ait beaucoup évolué. Donc, vous voyez, pour la réconciliation, c'est un peu mon message. Et avant de venir ici, j'ai parlé avec le président. Je lui ai expliqué ce que j'allais dire. Il m'a dit, Bernard, j'ai rien à rajouter, c'est tout à fait ça. Donc, j'ai l'approbation du président pour vous dire ce que je viens de vous dire concernant la réconciliation nationale. Je vais vous dire deux mots du président, qui sont une forme de conclusion. Deux mots pour la démocratie et le multipartisme. Dans les années 80, vous savez que le président Gbagbo a écrit beaucoup de textes. Dans les années 80, le président écrivait ceci. La démocratie suppose la reconnaissance du droit à la différence. En effet, par leurs origines sociales, par leur éducation, par leur formation, par les positions qu'ils occupent dans l'appareil de production, par leurs intérêts individuels et collectifs, les citoyens jettent forcément des regards différents sur la société dans laquelle ils vivent et conçoivent ainsi des projets différents pour l'avenir de leur pays. La démocratie, c'est aussi un acte d'humilité. C'est la prise en compte de la relativité des intelligences individuelles et des doctrines. C'est le respect accordé à ses concitoyens. Être démocrate, c'est reconnaître qu'on n'a ni le monopole de la vérité, ni le monopole de la sagesse, ni le monopole de l'amour de son pays. De ce point de vue, le débat démocratique fait apparaître des hommes politiques alors que la dictature engendre des courtisans. Sans débat politique, un vote est un viol. Et ça me permet de vous parler en conclusion de l'élément qui doit être le cœur de la bataille des Ivoiriens s'ils veulent à la fois la réconciliation et une société qui soit libre, transparente à partir de 2020. C'est la bataille de la commission électorale indépendante. Où il y aura en 2020 une commission électorale indépendante, avec tout ce que cela veut dire. Une liste électorale révisée, mise à jour, un service du contentieux administratif, parce que ce que l'on a vu à Bassam, à Port-Bouët et ailleurs, en octobre, et au plateau, en octobre, et à la Cota, en octobre 2018, comme m'a dit un officiel français récemment, c'est une insulte, c'est une honte. Donc, si les Français en sont arrivés là aussi, c'est qu'il y a eu du chemin qui a été parcouru par ces gens-là. Donc, il faut une commission électorale indépendante. Et moi, j'ajouterais, et je fais partie de ceux qui pensent que c'est la meilleure solution, une commission électorale, à partir du moment où elle est indépendante, les membres de cette commission ne sont pas dans des partis politiques. Et Thabo Mbeki l'avait dit au président Gbagbo en 2005 à Pretoria, votre commission électorale, vous mettez les hommes politiques. Gbagbo avait dit, mais dans l'état actuel où on est, si on ne met pas les hommes politiques, on n'y arrivera jamais. On est obligé de passer par ça. Il a dit, vous aurez des problèmes parce que nous, en Afrique du Sud, on n'a pas mis les groupes politiques dans la commission électorale. Et la Côte d'Ivoire a à côté d'elle un pays qui est frère, le Ghana. Si vous habitez à Nibé-les-Crous, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir la famille de l'autre côté de la frontière aussi. Et dans d'autres coins de cette région-là, de Noé à Bondoukou, etc. Les Ghanéens, ils ont une commission électorale indépendante. À l'avant-dernière élection, Dramane a gagné contre le président actuel, Akufo-Addo,
de 10 000 voix, avec 11 millions d'électeurs. Il n'y a pas eu la guerre civile. Parce que la commission électorale a dit, c'est l'un tel qui a gagné. Et le coup suivant, c'est Akufo qui a gagné. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, c'est pas, chez certains, on peut le faire, entre guillemets, je le dis avec un peu de dérision, chez les Blancs, où ça peut marcher. Ça doit marcher chez n'importe qui. Et en Côte d'Ivoire, ça doit fonctionner. Et on doit imposer ça au pouvoir. Comme je disais l'autre fois au président d'EDS, Georges-Armand Ouénien, on est allé voir le président ensemble il y a quelques jours, ceux qui suivent les réseaux sociaux ont dû le remarquer, la commission électorale, la première réunion que le gouvernement ivoirien a initiée il y a à peu près 2 mois. La veille de cette première réunion, le Premier ministre était à Korogo pour, dans un meeting, raconter que 2020 était calé. Mais calé 2020, la veille d'aller voir les partis politiques pour parler de la commission électorale qui doit préserver la validité et la transparence du scrutin. C'est inadmissible. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dire à travers M. Ouénien et d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on est passé de la consultation à la concertation, et puis on va aller encore plus loin. Et il y a une chose qui est très simple à faire au départ, et ça je me penche vers la plateforme du PDCI comme la plateforme d'EDS, puisqu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire avant 2020. La commission électorale actuelle, si on veut la réformer, il y a une chose très simple pour démontrer que les uns et les autres veuillent aller au fond des choses. On fait un décret pour dissoudre la commission électorale actuelle. Un point, un trait. Comme ça, on prend une feuille blanche, et avec cette feuille blanche, on reconstruit quelque chose de concret et que chacun pourra admettre. Mais je veux dire, s'ils font ça, là c'est calé pour 2020, parce que là ils ont perdu. Ils ont perdu. Et comme me disait le président Gbagbo un jour en prison, il me dit au moins 3 ou 4 ans, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la majorité sociologique de la Côte d'Ivoire, c'est PDCI plus FPI. Et il me l'a répété régulièrement. Donc aujourd'hui, chacun préservant ses fondamentaux, préservant ses capacités, ses qualités, doit comprendre qu'à partir du moment où on vit tous dans la même maison, il n'y en a pas qui doit jouer avec des allumettes et des boîtes d'essence, parce qu'il va brûler tout le monde. Je pense qu'on aura peut-être des questions, ce qui permettra de revenir sur les choses, mais pour conclure finalement, puisque je parlais de multipartisme, je vais revenir à une phrase qu'avait écrite Gbagbo dans une interview à la revue qui s'appelait Afrique Nouvelle, et c'était en 1985, je crois. Le 13 novembre 1985, le journaliste lui pose « Vous pensez que le multipartisme résoudra tous ces problèmes ?» Et Gbagbo répond « La démocratie, le multipartisme, ce n'est pas pour nous un objectif en lui-même, mais un moyen. Le multipartisme n'enrichit pas un pays. Le multipartisme ne donne pas à manger aux populations. Le multipartisme ne soigne pas les maladies, ne construit pas des écoles. Cela est bien clair dans notre tête. Quand nous nous battons pour le multipartisme, c'est pour nous un moyen. Il faut absolument que la plus grande partie de la population qui travaille pour qu'une minorité s'enrichisse. La Côte d'Ivoire est un des pays africains qui compte le plus de milliardaires, on était en 85. Il faut donc que cette majorité se voie garantir un certain nombre de droits. Droit à la santé, au travail, à l'éducation, droit, et là ça prend toute sa valeur aujourd'hui avec ceux qui connaissent la situation en Côte d'Ivoire, droit à ne pas vivre dans la peur du policier, dans la peur de la délation. Je vous remercie. Monsieur Ouénien, je vous remercie. Je vous demanderai de passer au pupitre. J'ai juste une question à vous poser. Voilà, allez-vous l'idée, s'il vous plaît. Ma question, c'est concernant l'appel qui a été lancé par le président Bédié. Parce qu'il y a un appel qui a été lancé à l'union de l'opposition.
vous voyez, selon vous, quels sont jusqu'à présent, quel est le cadre de travail qui peut être mis en place entre EDS et la plateforme qui est en train de mise en place par le président Bédié? J'ai en partie répondu en avance. Il y a 2 plateformes pour l'instant. Et il y a des activités et des objectifs politiques. Et le premier, c'est la CEI. Et la CEI, c'est la ficelle qui permettra de tirer toute la bobine. Et dans ce cadre-là, qu'on soit dans la plateforme, entre guillemets, PDCI ou EDS, si les gens ont une plateforme, entre eux, choisissent un axe de travail où la CEI doit être comme ci ou comme ça, c'est la première alliance. C'est sur ce travail fondamental et qui est palpable pour tout le monde. C'est là. Après, les gens pourront évoluer d'une façon ou d'une autre, mais on n'est pas pour refaire, on ne veut pas faire la Corée du Nord. Les gens sont libres, mais il faut que sur certains éléments, je vous dirais une chose, en tant que Français, en 1944, quand les Allemands commençaient à quitter la France, les troupes françaises, puisque c'est les Français qui sont rentrés les premiers dans Paris, sont entrés dans Paris, et puis la population s'est levée. Ils ont fait des barricades. Est-ce que vous imaginez que sur les barricades de 1944, les gens demandaient la carte du parti du gars qui était à droite ou à gauche? Ils n'avaient qu'une envie, c'était sortir les Allemands. Et puis après, ils sont revenus à leurs activités politiques. Et en France, ça a été tellement vrai que le général de Gaulle, qui a sauvé la France en 1940, a été battu aux élections en 1946. Churchill a été battu aux élections en Angleterre en 1946. Donc les gens sont revenus à leurs activités. Donc, à un moment donné, on n'a pas les Allemands en face de nous, on ne va pas mettre des barricades tout de suite, ça peut arriver. Campaoré, on sait quelque chose. Mais dans un premier temps, nos Allemands, c'est Ouattara et sa clique. Je ne parle même pas du RDR en général, parce que je connais des gens au RDR. Vous savez, mon chef de service, quand j'étais au ministère des Finances, s'appelait Ngolo Coulibaly, et j'ai toujours beaucoup d'estime pour lui. J'en ai connu d'autres. Zimogo Fofana, etc. Bon. Mais aujourd'hui, il faut que Ouattara subisse ce démette. Et sur cette question-là, l'EDS est prête à travailler avec le PDC, avec la plateforme proposée par le président Bédié. Je ne sais pas ce que je ferai là, sinon. Vous avez la réponse, hein? Merci.